Donc voilà, bienvenue à tout le monde. Au nom du Comité belge pour le peuple de soutien au peuple sahraoui et du CNCD 11-11-11, je vais vous expliquer quelques aspects techniques. Donc, vous avez dans le bas de votre écran une option de questions et réponses dans laquelle vous pouvez introduire vos questions. N'hésitez pas à le faire pendant les interventions s'il y en a qui vous viennent déjà à l'esprit. On les traitera à la fin des interventions des trois intervenants et intervenantes. D'ailleurs, je ne vois plus Khalia, mais j'espère qu'elle va revenir. Et voilà, ben, je crois que pour le reste, je n'ai plus qu'à passer la parole à Pierre pour présenter justement nos différents intervenants. Voilà. Voilà, oui. Merci Nathalie et bienvenue à tous ceux qui prendront le temps de participer à ce webinaire. Et je pense que c'est le bon moment parce que vous savez comme moi que pour l'instant la région est plutôt secouée et donc c'est bien de chercher à avoir les informations et l'actualité et de l'histoire de la question du Sahara occidental, un conflit oublié. Je peux vous dire oublié parce que il a été à la pointe de l'actualité dans les années 1975, au moment où le Front Polisario, ayant revendiqué au nom du peuple sahraoui le droit à la décolonisation, s'est vu en fait privé de ce droit déjà une première fois par l'Espagne qui, au lieu de procéder comme lui demandait et lui recommandait les Nations Unies, eh bien, ils ont simplement divisé le Sahara à l'époque en deux, une partie pour le Maroc et une partie pour le Sahara. Et c'était le 15 novembre 1974, c'était déjà une première trahison du processus et de la manière dont l'Union africaine, c'est-à-dire l'organisation de l'unité africaine à l'époque, avait organisé les principes de la décolonisation, respectant pour ce faire la résolution 1514 des Nations Unies, dont nous parlera peut-être le professeur Éric David, que je vous présenterai dans un instant. Et il se fait qu'à ce moment-là aussi, les Sahraouis ont engagé une lutte armée pour reconquérir leurs droits sur leur territoire et surtout aussi pour protéger les populations sahraouis qui étaient victimes à l'époque. Et je peux vous dire, j'ai été sur place, moi, comme Oxfam à ce moment-là. Ces gens arrivaient désespérés dans la partie du désert qui était protégée par les Algériens dans la région de Tindouf. Ils arrivaient sans rien et ils étaient absolument terrorisés, pas seulement terrorisés, mais aussi assoiffés parce que les Marocains avaient empoisonné les puits, parce que l'armée française, avec les Jaguars, avait bombardé les populations et avait tiré sur les populations. C'était quelque chose d'assez effrayant. À ce moment-là, ils ont trouvé refuge dans la région de Tindouf, qui est le Sahara algérien, et ils ont petit à petit réuni là 175 000 réfugiés. Ces réfugiés reconnus par les Nations Unies d'ailleurs au titre de réfugiés protégés par le Haut Commissariat aux réfugiés et sous protection de ces réfugiés. Là, Gianfranco pourra vous dire un mot tout à l'heure. Donc, voilà un petit peu le début de l'histoire. Et puis, en 1991, l'ONU a proposé une négociation aux deux parties au conflit, c'est-à-dire les Marocains, et je dis les deux parties, et l'autre, les Sahraouis, parce qu'entre-temps, les Mauritaniens, eux, avaient décidé de se retirer, estimant qu'ils n'avaient rien à faire sur ce territoire. Et donc, ils s'étaient retirés et étaient rentrés, l'armée mauritanienne était rentrée en Mauritanie. Entre-temps, l'Union africaine, à l'époque Organisation de l'unité africaine, avait reconnu la République arabe sahraoui démocratique, proclamée par les Sahraouis. Cette reconnaissance est toujours pleine et entière au sein de l'Union africaine aujourd'hui. La République arabe sahraoui démocratique est membre à part entière
de l'unité africaine. Elle en a même assumé la vice-présidence pendant plusieurs années. Aujourd'hui aussi, il faut savoir que la situation qui prévaut, c'est une situation de guerre. Une situation de guerre parce que les Marocains qui occupaient une partie du Sahara ont tenté de violer cette frontière de sable qui avait été tracée au moment des accords de 1991 et ont voulu retracer une route qui leur permettait d'arriver jusqu'en Mauritanie pour les exploitations commerciales qu'ils faisaient au Sahara occidental. Et donc, ça a donné lieu à d'abord une riposte de la part des civils sahraouis qui ont essayé d'empêcher les camions de passer. Et à ce moment-là, donc en novembre, début novembre, l'armée marocaine est rentrée en action et a tiré sur ces gens-là. Automatiquement, le Front Polisario a décrété la fin du cessez-le-feu, a dit nous ne pouvons plus respecter ce cessez-le-feu qui devait normalement permettre, d'après l'accord de 1991, de réaliser un référendum d'autodétermination pour le peuple sahraoui, référendum d'autodétermination qui correspond d'ailleurs à la réglementation des Nations Unies. Eric David pourra certainement vous l'expliquer. Et donc, on est là dans une situation où aujourd'hui, il n'y a plus de cessez-le-feu parce qu'il a été violé par les Marocains et qu'en conséquence, les Sahraouis ont estimé qu'ils avaient eux aussi le droit de se défendre. Le secrétaire général des Nations Unies a appelé les parties à ne pas entrer en guerre, mais entre-temps aussi, le secrétaire général des Nations Unies a un peu négligé la question du Sahara occidental et a surtout négligé de nommer un nouvel envoyé spécial chargé d'assurer ces négociations et normalement qui est chargé aussi de contrôler la mise en œuvre du référendum d'autodétermination. Ça, c'est pour vous dire en très bref ce qui se passe. Aujourd'hui, donc, c'est une situation dangereuse. Et le dernier élément qu'il faut ajouter, c'est que M. Trump, avant de partir, il a choisi la date du 10 décembre, c'est-à-dire celle des Nations Unies pour les droits de l'homme. C'est normalement la commémoration de la Charte des Nations Unies. C'est ce jour-là qu'il a décrété de reconnaître que le Sahara occidental faisait partie du Maroc. En échange, il avait demandé aux Marocains de reconnaître Israël et Jérusalem comme capitale de l'État hébreu. C'est ça aussi qu'il faut reconnaître et que les Marocains ont tendance à oublier. C'est que c'est un marchandage qui a eu lieu tout récemment, un marchandage sur le dos des Sahraouis et évidemment qu'aujourd'hui, seuls les États-Unis ont fait ce pas et les Nations Unies ont appelé à nouveau à revenir à la légalité internationale et à permettre à trouver une solution à cette situation par la négociation. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à deux personnes très expertes en la matière. D'une part, c'est le professeur Eric David, professeur émérite à l'Université libre de Bruxelles et président du Centre de droit international, qui a abordé la question du Sahara occidental à plusieurs reprises et dont le centre est une référence pour nous parce qu'il a régulièrement abordé la question de cette situation des violations des droits des Sahraouis depuis maintenant plus de 45 ans. Et l'intervenant suivant, ce sera Gianfranco Fattorini, qui lui vous parlera depuis Genève, où il est actif au sein de l'ONU aussi, au sein de l'Organisation des Nations Unies, son comité pour les droits humains. Et il anime un réseau et vous le dira lui-même, un réseau extrêmement important d'ONG qui veille à ce qu'on respecte le droit humanitaire et les droits humains pour le peuple sahraoui. Et puis enfin, nous aurons parmi nous, non pas Aminatou Haïdar telle qu'elle avait été annoncée parce qu'elle est souffrante, mais Yalia Jimmy, qui est une militante des droits humains vivant dans les territoires et se défendant les droits du peuple sahraoui sur le plan de leur droit d'expression libre pour un référendum d'autodétermination
et qui fait partie et qui anime l'association sahraoui des victimes des violations des droits humains dans les territoires occupés par le Maroc aujourd'hui. Je passe tout de suite la parole à Éric David, en l'invitant à ouvrir son micro. Voilà, c'est ce que je viens de faire. Ça marche, vous m'entendez? Vous m'entendez? Parfait. Bon, eh bien, voilà, écoutez, sur le plan juridique, il n'y a pas grand-chose à dire. Les choses sont extrêmement simples. Comme vous le savez tous, en 1975, la Cour internationale de justice a rendu un avis consultatif par lequel elle affirmait, à la demande de l'Assemblée générale des Nations unies, de lui dire quel était le statut exact du Sahara occidental et quelles devaient être les règles applicables à son peuple. Et la Cour a dit que cette situation devait se régler dans le respect du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. La Cour a rejeté la thèse marocaine consistant à dire que le Maroc avait historiquement, depuis très longtemps, des droits sur le territoire du Sahara. La Cour a reconnu simplement qu'il y avait bel et bien eu jadis des liens d'allégeance entre les tribus sahraouis et le sultan du Maroc, mais que ces liens d'allégeance n'impliquaient en aucune manière, au plan juridique, une forme de souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental. Quant à l'ensemble mauritanien, c'est ainsi que la Cour a appelé la Mauritanie. Elle disait qu'il y a bien eu des droits à la terre de l'ensemble mauritanien sur le territoire du Sahara occidental, mais que pas davantage, là, ces droits à la terre, qui étaient des droits plutôt coutumiers, n'avaient une quelconque incidence sur la souveraineté de cet État par rapport au Sahara occidental, et que par conséquent, la seule solution restait le règlement de la question sur la base du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et là, il faut bien reconnaître que, de ce point de vue-là, les choses n'ont pas changé. Aujourd'hui, si je calcule bien, oui, 25 et 20, 45 ans plus tard, la règle reste la règle. Le Sahara occidental est toujours inscrit sur la liste des territoires non autonomes de l'Assemblée générale des Nations unies, donc des territoires dont la population peut exprimer son droit à disposer d'elle-même. Donc il n'y a rien de changé de ce point de vue-là. Et régulièrement, l'Assemblée générale adopte des résolutions où elle demande effectivement le respect de la règle et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors il est intéressant de noter également que l'Union européenne a eu une attitude un petit peu chèvre-choutiste si on prend l'Union dans son ensemble, parce qu'il y a d'abord eu des arrêts rendus en 2016, en 2015, je pense, je ne dis pas de bêtises, je dois vérifier. La Cour, oui, c'est ça, en 2015, le tribunal a rendu un arrêt par lequel il reconnaissait la personnalité juridique du Front Polisario, et par lequel il disait qu'il y avait que l'accord de libéralisation agricole entre le Maroc et l'Union européenne était applicable au Sahara occidental, que par conséquent le Front Polisario était directement affecté par cet accord, que cet accord en tout cas ne valait pas reconnaissance des revendications marocaines sur ce territoire, mais là, de manière un peu malheureuse, le tribunal disait que ceci dit, ça n'empêchait pas l'Union européenne de conclure un accord relatif à ce territoire, même si celui-ci fait l'objet de contestations, même si celui-ci fait l'objet d'indifférents. C'est évidemment une conclusion tout à fait critiquable, car lorsqu'on conclut un accord sur un territoire qui fait l'objet d'indifférents, eh bien, il est clair que dès lors que ce territoire n'appartient pas à une des parties contractantes, il n'y a en aucune manière possibilité juridique pour l'autre partie contractante de prétendre contracter à propos de ce territoire. Et puis alors, l'arrêt est aussi critiquable parce qu'il n'annule pas l'accord de libéralisation simplement en raison du seul fait
que cet accord ne tient pas compte du droit des peuples du Sahara occidental à s'autodéterminer et à gagner son indépendance, alors qu'il s'agit d'une règle impérative du droit international, hein, ce qu'on appelle une règle de jus cogens, et du fait que le Maroc occupe militairement et donc illégalement un territoire qui ne lui appartient pas. Apparemment, le tribunal, en ignorant ces règles et leurs conséquences, ignore ce que la Cour internationale de justice avait dit déjà en 1971 dans l'affaire de la Namibie et en 2004 dans l'affaire du mur israélien en Palestine, qu'en aucune manière les États tiers ne pouvaient reconnaître, soit en 1971, l'occupation de la Namibie par l'Afrique du Sud, soit en 2004, la construction du mur israélien lorsque ce mur empiétait sur le territoire palestinien. Et donc, il y avait là quelque chose qui aurait pu parfaitement s'appliquer ici au Sahara occidental et que le tribunal n'a malheureusement pas eu l'intelligence de dire. Alors, en 2016, la Cour, à son tour, a rendu un arrêt. Elle dit très clairement que le Sahara occidental jouit du droit à l'autodétermination et elle affirme que c'est en effet un droit opposable à tout le monde, ce qu'on appelle donc la formule latine, un droit erga omnes, un droit opposable erga omnes. Mais alors, ceci dit, elle dit que l'accord de libéralisation ne peut pas s'appliquer au Sahara occidental puisque le peuple du Sahara occidental est tiers à cet accord. Et que dès lors, puisqu'il est tiers, le Front Polisario n'aurait pas qualité pour agir, puisque l'accord de libéralisation agricole, donc, qui avait été conclu entre l'Union européenne et le Maroc, ne pouvait pas s'appliquer au Sahara occidental. S'il ne pouvait pas s'y appliquer, par conséquent, le Front Polisario, au fond, n'avait rien à réclamer. Après tout, tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes. Enfin, le fait est que la Cour annule l'arrêt qui avait été rendu en 2015 par le tribunal, parce qu'elle estime que le tribunal, en considérant que le traité s'appliquait quand même au Sahara occidental, alors que légalement il ne pouvait pas s'y appliquer, avait commis une erreur. C'était un raisonnement juridique très étrange. C'est un petit peu comme si je disais, voilà, j'ai brûlé un feu rouge, mais je n'ai pas brûlé ce feu rouge parce que je ne peux pas le faire. C'est exactement ce que la Cour a dit à propos de l'arrêt du tribunal. C'est donc vraiment une espèce de sophisme. Enfin, qu'importe le flacon, et j'ai envie de dire, ce qui compte, c'est la conclusion, à savoir que malgré tout, la Cour considère que l'accord de libéralisation agricole ne peut pas s'appliquer au territoire du Sahara occidental, qui est donc considéré comme un territoire qui n'appartient pas au Maroc. Alors là-dessus, on se dit, bon, mais tout ça est très très bien. Alors la Commission de l'Union européenne, elle a trouvé un autre tour de passe-passe qui consistait à dire qu'après tout, à partir du moment où l'accord ne nuit pas, à partir du moment où l'accord ne porte pas préjudice aux droits du peuple sahraoui, eh bien, il n'y a rien qui ne s'oppose à son application. Donc, il trouve une base juridique, il essaie de trouver une base juridique qui tient compte de l'arrêt de la Cour, alors qu'en réalité, c'est un véritable oxymore. C'est une contradiction dans les termes. D'une part, la Cour dit que l'accord ne peut pas s'appliquer au Sahara. D'autre part, la Commission dit, mais trouvons une formule pour que l'accord puisse quand même s'y appliquer. C'est vraiment tout et n'importe quoi. Et finalement, ce qu'il faut surtout retenir, c'est un peu le verre quand même à moitié rempli, à savoir que la reconnaissance du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Et de ce point de vue-là, il n'y a rien de changé sous le soleil. Donc depuis 1975, les Nations Unies, je dirais, confirmé en cela à la fois par l'Union européenne, même si elle le dit de manière parfois un petit peu maladroite, que le droit d'autodétermination s'applique au Sahara occidental et que par conséquent, il n'y a rien à faire. Le Maroc reste depuis 45 ans dans l'illégalité en ne permettant pas au peuple sahraoui d'exercer ce droit,
en n'organisant pas le référendum que la MINURSO était prête à superviser, en n'acceptant pas d'ailleurs les enquêtes que la MINURSO avait déjà faites pour identifier les personnes qui pouvaient participer à ce référendum. Et donc là, nous sommes dans une situation d'illégalité continue qui ne fait qu'engager la responsabilité internationale du Maroc. Et là, malheureusement, telle est la situation. Et on peut comprendre un petit peu le désespoir des Sahraouis de ce point de vue-là, évidemment. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet. Je n'entends plus rien. Merci, cher Eric, et on reviendra certainement vers toi un peu plus tard. Et je vais maintenant passer la parole à Gianfranco Fattorini. Vous avez la parole, cher Gianfranco. Oui, merci Pierre. Merci Pierre et merci aussi au CNCD 11-11-11 pour l'organisation de cette rencontre virtuelle, mais quand même importante. On m'a demandé de parler de la question de la violation des droits humains et de la violation du droit international humanitaire au Sahara occidental. Moi, je pense que déjà le professeur David a parlé de la question de la situation du territoire, donc d'un territoire sous occupation, et donc évidemment dans lequel le droit international humanitaire doit s'appliquer. Et d'un autre côté, je pense que Jimmy El Ghalia va présenter dans le détail celles qui sont les violations propres des droits humains dans le territoire, son expérience personnelle d'ancienne disparue. Ce que je peux dire, c'est que donc au sein du groupe que je co-coordonne avec le président de la Commission nationale sahraoui pour les droits de l'homme, donc le groupe de Genève pour la protection et la promotion des droits de l'homme au Sahara occidental, qui a été créé en septembre 2017 et qui compte aujourd'hui près de 260 organisations autour du monde. Nous avons un site qui s'appelle genevaforwesternsahara.org sur lequel vous pouvez trouver beaucoup de documents maintenant, tous les documents qu'on a produits au fait depuis la fin 2017, dans lesquels on présente justement ces violations du droit international, les responsabilités des acteurs en présence dans cette question et les propositions que nous faisons pour arriver à une solution pacifique de la question. Ici, je voudrais peut-être, pour information, attirer votre attention sur l'usage que le Royaume du Maroc fait de la question des droits de l'homme, ce qu'on appelle communément le soft power. En effet, depuis le début des années 2000, et plus précisément depuis la démission de James Baker de son poste d'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, le Maroc a mis en place une stratégie, il faut l'admettre, plutôt efficace, en matière de droits de l'homme, avec l'organisation de différents séminaires et conférences au niveau régional et international, jusqu'à l'organisation du Forum mondial des droits de l'homme en 2014, la COP 22 en 2016, la conférence intergouvernementale pour l'adoption du pacte mondial pour une migration sûre et la conférence internationale des institutions nationales des droits de l'homme, organisée en 2018, les deux, et enfin la conférence internationale sur les droits de l'homme de la troisième génération en 2019. Au sein du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, l'ambassadeur marocain, à l'époque de la création du Conseil des droits de l'homme, donc en 2005, et l'année suivante, qui a été une année de transition entre l'ancienne commission et la création du nouveau Conseil, au cours de laquelle cette année ont été négociés un peu les mécanismes de ce nouveau Conseil. Donc l'ambassadeur marocain de l'époque, qui est maintenant ambassadeur marocain aux Nations Unies à New York,
avait joué le rôle de facilitateur pour la création du mécanisme de l'examen périodique universel, rôle qu'il joue encore aujourd'hui en collaboration avec l'ambassadeur suisse dans le cadre de la revue des mécanismes du Conseil. Le Royaume du Maroc avait aussi lancé une campagne de charme en invitant plusieurs rapporteurs spéciaux du Conseil à visiter le territoire, donc le Royaume, mais également le territoire occupé du Sahara occidental. Dynamique qu'avec le groupe de Genève, nous avons réussi quelque peu à enrayer, en rappelant surtout à tous les mécanismes du Conseil quel est le statut juridique du Sahara occidental et quel est celui du Royaume du Maroc au Sahara occidental. Et en effet, justement, depuis, plusieurs rapporteurs se sont rétractés. Un autre, celui sur l'indépendance des juges et des avocats, dans la négociation pour une visite, avait souhaité imposer un certain cadre que les autorités marocaines n'ont pas accepté, d'où un communiqué de presse public de la part de ce rapporteur pour manifester son désappoint dans le fait que le gouvernement marocain n'ait pas accepté le cadre souhaité. Le Royaume du Maroc a également développé une stratégie consistant à se faire coopter au sein des groupes d'États qui soutiennent des initiatives particulières au sein du Conseil des droits de l'homme. Ainsi, on retrouve le Royaume du Maroc parmi les initiateurs des résolutions, par exemple, portant sur les droits de l'homme et l'environnement, ou la promotion des droits de l'homme à travers le sport, le programme mondial pour l'éducation aux droits de l'homme, le renforcement de la coopération technique en matière de droits de l'homme, la sécurité des journalistes, l'effet néfaste de la corruption sur la jouissance des droits de l'homme et d'autres encore. Or, plusieurs pays membres de l'Union européenne, notamment la France et l'Italie, mais la Belgique aussi et la Suisse, parfois, favorisent l'inclusion du Royaume du Maroc dans les groupes qui promeuvent ces initiatives. Dans les prochaines semaines, nous présenterons dans le détail cette question aux organisations membres du groupe de Genève, issues des pays concernés, pour qu'elles interpellent leurs gouvernements respectifs sur l'opportunité d'associer le Royaume du Maroc à des initiatives par ailleurs importantes et utiles en matière de protection et promotion des droits de l'homme. Enfin, il faut souligner et ne pas oublier que cette stratégie du Royaume du Maroc dans le cadre des droits de l'homme est appuyée aussi par une diplomatie, ce qu'on appelle une diplomatie du chéquier, avec le versement entre 2005 et 2010 d'1 million de dollars par an au Haut Commissariat des droits de l'homme, pratique qui a été reprise l'année dernière. Maintenant, par rapport aux violations de droit international humanitaire, effectivement, comme je l'ai dit, le droit international humanitaire, depuis le premier jour où l'armée marocaine a mis les pieds sur le territoire du Sahara occidental, s'applique dans son entièreté. Tout au long du conflit, y compris pendant la période d'application du cessez-le-feu, le Royaume du Maroc a commis des violations graves et continues du droit international humanitaire, y compris l'usage d'armes prohibées pendant le conflit, les disparitions forcées, dont des centaines de cas doivent encore être élucidés, l'usage systématique encore de nos jours de la torture, la destruction des biens personnels ou publics, le déplacement de la population sahraoui, la colonisation persistante du territoire, la détention des prisonniers politiques sur le sol marocain, etc. Toutes des violations aux dispositions des conventions de Genève sur le droit de la guerre. L'existence même du mur de 2700 km, qui est là pour sécuriser l'occupation illégale du territoire et qui sépare les familles sahraouis, voire le peuple tout entier, des deux côtés du mur et dans les camps de réfugiés, mur qui a arrêté et empêche encore aujourd'hui la société sahraoui d'exercer librement son droit au développement et donc de développer librement son système économique et social, pourrait être considéré comme une forme de génocide culturel. Or, dans la pratique, nous savons que le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, qui a ouvert une délégation au Maroc en 2015, est confronté à d'énormes difficultés pour agir dans le cadre du conflit du Sahara occidental. Comme partout, au fait, le Comité international
ne peut faire que ceux qui détiennent le contrôle d'un territoire, légalement ou illégalement, lui permettent de faire. Là aussi, nous proposerons aux organisations membres du groupe de Genève une démarche auprès de leurs gouvernements respectifs par rapport à l'application de l'article 1er, commun aux 4 conventions de Genève, qui stipule que chaque État qui a ratifié les conventions s'engage à respecter et à faire respecter les conventions en toutes circonstances. En conclusion, pour répondre aux questions qui ont été posées, c'est-à-dire quelles solutions pour éviter la guerre, quelles sont les responsabilités de l'ONU, comment la communauté internationale peut participer activement à la résolution de ce conflit, je peux vous dire qu'au sein du groupe de Genève, nous développons nos activités de plaidoyer sur la base du respect du droit international en vue de parvenir à une solution politique juste et durable qui permette l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Ce qui implique, in fine, l'application de la résolution 1514 de l'Assemblée générale de l'ONU, dont a parlé le professeur David, portant sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Quelles que soient les concessions que les représentants du peuple sahraoui, le Front Polisario, puissent faire au cours des négociations, il ne pourra pas priver son peuple du droit inaliénable à l'autodétermination. Depuis l'inscription du Sahara occidental dans la liste des territoires non autonomes en 1963, l'ONU et ses États membres ont indéniablement une responsabilité principale dans le processus de décolonisation du territoire et de son peuple, et encore davantage depuis le retrait inédit de la puissance administrante du territoire, l'Espagne. L'opposition farouche du Royaume du Maroc à l'organisation du référendum d'autodétermination et le soutien qu'il peut obtenir de quelques puissances, même importantes, ne peut permettre à qui que ce soit de devenir complice actif à la violation du droit international. Pour nous, cela implique de mettre constamment devant leurs responsabilités tous les acteurs en présence, États, organisations internationales, y compris leurs fonctionnaires, et singulièrement ceux du haut rang impliqués dans la question. Comme je l'ai dit, nous avons déjà eu une réponse positive de la part des procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme, ce qui nous conforte dans notre démarche. C'est pourquoi nous invitons toutes les organisations intéressées à soutenir cette démarche fondamentale pour le respect du droit international auprès du système onusien, à nous rejoindre en visitant le site genevaforwesternsahara.org et en cliquant sur le bouton « Demande d'adhésion ». Je vous remercie pour votre attention. Voilà, merci Gianfranco pour cette introduction. Et on va aussitôt passer la parole à Dini El Galia en la remerciant d'être parmi nous et de lui dire aussi toute notre affection et notre estime pour ce travail qui est fait par les femmes sahraouis pour la défense des droits humains et contre les violations perpétrées à l'encontre des populations sahraouies dans les territoires occupés. Voilà, vous avez la parole. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, monsieur Pierre Galland, monsieur Eric David et monsieur Gianfranco Fatourini et tous les autres. Vous m'entendez? Vous m'entendez? On vous entend très bien. OK. Merci aux organisateurs de cette conférence virtuelle et merci aussi de m'inviter pour participer du territoire occupé de la capitale de la République arabe sahraoui démocratique, l'Ayoun occupée. Je suis Ralia Jimmy, survivante de la disparition forcée et défenseur des droits de l'homme.
Comme vous avez entendu, d'après l'intervention des deux panélistes, M. David et M. Gianfranco, vous avez une idée plus grande sur le statut juridique et M. Gianfranco a exprimé tout le travail qu'il fait lui et son groupe à Genève. Donc, je crois que mon intervention sera la suivante. Je vais me focaliser sur mon expérience personnelle qui va donner une idée sur la situation des autres défenseurs des droits de l'homme parce que ce sont la voix du peuple sahraoui au territoire occupé. Vu l'absence de la presse, vu l'absence des ONG internationales sur le terrain, et vu le manque de la compétence de la MINURSO pour enregistrer et rapporter sur les violations de droits de l'homme que commet le Maroc au Sahara occidental. Comme j'ai dit, depuis notre libération en 1991, de la disparition forcée grâce à la pression, la grande pression sur le Maroc et les changements internationaux, le Maroc a finalement accepté de nous libérer et surtout, il était sur le point d'exécuter le plan de paix qui, parmi cet accord, il y avait la libération des prisonniers politiques, malgré que le Maroc a joué un sale tour, parce qu'il nous a libérés juste avant, de 3 mois, avant l'application de ce règlement de paix qui a commencé officiellement juste avec le cessez-le-feu le 6 septembre 1991. J'ai dit que nous étions libérés le 19 juin 1991, donc en toute obscurité et à l'absence du Croix Rouge et des autres organisations qui devraient, même de l'ONU, qui devraient être présentes pour notre libération. Mais ces victimes, ces survivants ont décidé de travailler sur le plan et sur le chemin, sur le champ de droits de l'homme pour parler de ce que nous avons vécu dans la disparition forcée depuis 1975 jusqu'à 1991 et aussi pour demander la vérité sur ce qui a été passé et le sort des autres, des centaines de disparus qui restent leur sort inconnu. Sans oublier la récupération des dépouilles de nos chers martyrs qui ont été morts dans les bains secrets de Hassan II, que ce soit à l'intérieur du Maroc ou bien au Sahara occidental. J'ai dit qu'on a commencé cette tendance de travailler sur les droits de l'homme à partir de 1994. Mais les conditions étaient aussi difficiles malgré les slogans que le Maroc a brandés, le slogan de droits de l'homme, de la démocratie. Mais ce n'était pas vrai. C'est juste après notre libération en 1991, il y avait une grande campagne de disparition forcée en 92, 93 et la force et la répression continuent. Mais à partir des années 2000, on a commencé vraiment à être un peu active sur le champ, et cela grâce à nos rapports et relations très étroites avec l'Amnesty International, Human Rights Watch, Frontline Defender, FIDH et autres. Aussi avec les ambassades agréées au Maroc. J'ai dit qu'on a commencé, mais au fur et à mesure qu'on crée
et qu'on tisse des relations de ce genre, le Maroc aussi accentue sa répression, accentue son oppression à notre encore, et il vise toujours les défenseurs des droits de l'homme qui ont ce genre de courage pour dire que le Maroc est un est un occupant de ce territoire non autonome, qui son statut juridique est bien clair dans le monde entier, surtout aux Nations Unies qui travaillent chaque année sur la décolonisation des 17 territoires non autonomes, parmi eux le Sahara occidental. On a essayé de créer une société civile sahraoui, proprement sahraoui, qui a pour objectif de promouvoir les droits de l'homme, mais aussi de protéger les droits du peuple sahraoui et de revendiquer ses droits fondamentaux et surtout le droit à l'autodétermination comme un droit non aliénable. Le Maroc n'était pas prêt à autoriser ce genre de société civile qui a ce courage pour citer les noms tels qu'il est et dire que le Maroc est un pays occupant militairement ce territoire non autonome qui est le Sahara occidental. Et nous avons fréquenté énormément d'handicaps et de difficultés pour mettre en activité nos associations. À partir de 2005, de grandes manifestations qu'on appelle, nous, les manifestations de l'indépendance ou bien l'intifada, ont commencé à émerger sur tout le territoire du Sahara occidental, toutes les grandes villes, et aussi au sud du Maroc et à l'intérieur des universités marocaines où se trouvent les étudiants sahraouis. À partir de 2005, les Sahraouis commencent à revendiquer tout court leur droit à l'indépendance en brandant leur drapeau, le drapeau de la race. Le Maroc, encore une autre fois, n'a pas accepté ça. Au début, il nous dit toujours, au cours des manifestations, allez chez vous, allez à vos maisons, brandez ces drapeaux, citez vos slogans, mais à l'intérieur de vos maisons. Mais jamais on vous donne l'occasion à le dire pleinement sur les chemins, dans les rues et en plein air. Ça a commencé, ça reste des années. Toutes ces années étaient accompagnées d'une vague d'arrestations des prisonniers politiques, des dizaines, on peut même citer jusqu'à des centaines à partir de 2005, des blessés, des martyrs même qui ont perdu leur vie à travers ou bien pendant ces manifestations. Mais on a remarqué qu'à partir de 2013, où les Sahraouis sont sortis avec des grandes masses, brandant les drapeaux de Polisario et revendiquant l'indépendance du Sahara occidental, le Maroc a décidé, à partir de cette grande manifestation du 4 mai 2013, a décidé de ne plus permettre aux Sahraouis de se regrouper sur les chemins pour faire ce genre de manifestation. Et à partir de 2014, il a interdit catégoriquement l'accès au territoire de tous les observateurs internationaux, que ce soit des journalistes, des avocats, des amis du peuple sahraoui, des associations. Donc, nous nous trouvons dans un territoire censuré proprement dit. Mais la situation s'est devenue plus grave à partir du 13 décembre
du 13 plutôt novembre, le jour où le Maroc a violé le cessez-le-feu et le Front Polisario, après 29 ans d'espérance et 29 ans d'attente, ont décidé de ne plus tenir ce cessez-le-feu et de revenir aux armes. Malgré que nous, les défenseurs des droits de l'homme, nous sommes contre la guerre, mais durant toutes ces années de notre travail, on attirait toujours l'attention de la communauté internationale à laquelle on s'adressait. On leur dit toujours, il faut profiter de cette occasion que le Front Polisario vous a présenté, on fait cet accord de cessez-le-feu avec le Maroc. Mais il faut profiter de cet accord, de cette occasion, parce que les jeunes sahraouis n'ont pas la même patience que les dirigeants du Front Polisario, comme les gens de mon âge. Les jeunes, vu les obstacles, les handicaps, le vide dont ils se trouvent, l'horizon qui est fermé devant eux, pas de travail, il y a le chômage, il y a la drogue qui circule, surtout chez nous, ici au territoire occupé. On peut trouver de la drogue, les boissons alcooliques, même dans les collèges. Donc, il y a le chômage qui règne, il y a la répression quotidienne sur laquelle on vit. Donc, les jeunes n'acceptent pas cette patience et ils veulent et ça, l'image était très claire, que ce soit dans les territoires occupés, dans la diaspora sahraoui et aussi au territoire libéré et dans les campements. Après le retour à la guerre, il y a tous les jeunes qui se sont montrés très présents et très enthousiasmés et très animés pour retourner à la guerre. Donc, malheureusement, c'est une grande perte, ce pacifisme que nous avons vécu. C'est une perte pour nous qui n'a pas abouti à une solution ou bien à participer à la solution de ce conflit. Dernièrement, il y a quelques jours, M. Trump a lancé par tweet une mauvaise déclaration qui dit qu'il reconnaît la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental. Nous, les défenseurs des droits de l'homme, et même tous les Sahraouis, et aussi, je crois, la majorité des interventions que j'ai lues, tout le monde n'est pas content et ne soutient pas cette déclaration. Parce que nous voulions de Trump, durant son mandat, les 4 années passées, et qu'il participait positivement à l'élargissement du mandat, au moins à l'élargissement du mandat de la MINURSO, pour qu'il ait la compétence d'observer, de rapporter sur les violations des droits de l'homme au Sahara occidental, en attendant le règlement de ce conflit d'une façon permanente. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et dans la dernière minute avant son départ, il a lancé ce tweet. Mais d'après ma lecture, je crois que c'était plus au faveur du gouvernement marocain, surtout pour plier ou pour empêcher la population marocaine de sortir en grande masse contre la normalisation entre le Maroc et Israël, parce que ça n'a aucune importance sur le sujet du Sahara occidental, sur le règlement du conflit du Sahara occidental. Mais c'est un bâton pour bafouer la liberté d'expression du peuple frère marocain. Avant de terminer, j'aimerais bien
attirer votre attention sur la situation des défenseurs des droits de l'homme dans le territoire occupé, qui est une situation très, très compliquée, très grave. Nous vivons sous la surveillance permanente. Moi, personnellement, à partir du 29 septembre, ma maison est surveillée 24 heures sur 24 heures. Il y a une voiture, une voiture Dacia 216 03 68A qui me suit vers la boutique, chez mon travail, au docteur, partout où je parte, jour et nuit, jusqu'à mon retour à ma maison. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi seule. Ceci était fait à notre encontre dès notre proclamation ou bien notre création de l'instance sahraoui contre l'occupation marocaine, où le procureur général de Roi a lancé l'ouverture d'une investigation à notre encontre. Il y avait la présence de la police officielle qui encerclait ma maison, la maison de ma camarade Aminatou Haïdar, Mina Ba'li et d'autres membres qui se trouvent à l'Ayoun. Mais après quelques semaines, la police officielle s'est un peu éloignée, mais ça reste ces voitures civiles où il y a les policiers en civil qui nous suivent jour et nuit et qui évitent que personne rentre chez nous, et même il bloque notre travail qui est l'observation, aller vers les victimes pour prendre leurs témoignages. Donc, nous vivons dans un handicap permanent, malheureusement. Et c'est étonnant pour nous que Donald Trump ne donne aucune importance à cette situation de droits de l'homme au Sahara occidental avant de lancer ce tweet. Donc, je vous remercie infiniment, mais avant de terminer, je profite de cette conférence pour lancer un appel très fort en faveur de la libération de nos prisonniers politiques qui se trouvent dans des conditions très difficiles, surtout avec l'extension de la pandémie COVID-19. Et eux, ils se trouvent entassés dans ces présents. Merci à vous tous et on compte sur vous tous comme amis. Merci beaucoup, cher Jimmy El Ghalia. Et je vous demande de transmettre tous nos voeux de prompt rétablissement à Aminatou Haïdar, parce que voilà, nous savons combien elle se dépense et se fatigue pour la cause. Si vous me le permettez, maintenant, je voudrais revenir vers le professeur Éric David et lui demander deux choses. La première, c'est qu'il a abordé la question de la MINURSO et il y a une caractéristique de la MINURSO. Elle a un mandat très clair au moment de sa mise en place par le Conseil de sécurité. C'est mission des Nations Unies pour l'organisation du référendum au Sahara occidental, clairement. Et donc, c'est une décision du Conseil de sécurité acceptée par les deux parties, le Maroc et le Front Polisario. Et il se fait que 27 ans plus tard, il n'y a toujours pas eu de référendum. Alors, chaque année, au mois d'avril, le secrétaire général remet un rapport au Conseil de sécurité et le Conseil de sécurité rapporte à un an plus tard, il maintient la MINURSO, mais il ne lui dit pas d'appliquer le référendum en question. Qu'est-ce qui fait que ça ne se fait pas, selon vous, professeur? Et deuxièmement, pourquoi? Je crois que la MINURSO est la seule mission des Nations Unies qui ne comporte pas justement ce volet d'observation et de respect des droits humains dans les territoires
où il doit agir. Et donc la MINURSO ne se préoccupe pas réellement des droits humains et du droit humanitaire, alors que partout ailleurs dans le monde où il y a une mission, ça fait partie de ses mandats. Je peux te demander de répondre, Eric, à cette question. Voilà, il fallait que j'active mon micro. Bon, mais écoute, pourquoi est-ce que le Conseil de sécurité ne fait rien? Bon, mais ça, je crois que les choses me paraissent assez claires. Je pense que d'une part, le Maroc a un allié de choix qui est la France. Maintenant, il a aussi les États-Unis, hein, après la proclamation qui a été faite par Trump, qui n'en est pas évidemment à une bêtise près. Hein, on commence à avoir l'habitude, mais enfin, celle-là est évidemment particulièrement lourde de conséquences, et c'est aussi d'ailleurs d'une forme de violation, bien sûr, du droit applicable, puisque normalement, on ne peut pas reconnaître une situation qui est frappée d'une illégalité aussi flagrante que l'occupation du Sahara occidental par le Maroc, en tout cas des 3/4 de ce territoire par le Maroc. Alors voilà, mais hélas, je crois que pour lutter contre cela, il n'y a qu'une chose à faire, c'est militer, continuer à militer envers et contre tout. Hein, même quand ça paraît impossible, il faut toujours y croire. C'est ce que je dis toujours quand j'essaie de rattraper une amortie qu'un adversaire me fait au filet. Je cours comme un dératé, parfois je la rattrape et je réussis même à faire le point. Mais c'est la même chose, je dirais, pour le Sahara. Il faut continuer à y croire envers et contre tout. En ce qui concerne le mandat de la MINURSO, c'est vrai que en 1991, lorsqu'on a fait ce mandat, probablement qu'on n'était pas aussi avancé qu'on ne l'est aujourd'hui pour assurer en effet, pour donner à l'opération de maintien de la paix une mission de veiller au respect des droits humains. Et ça, c'est quelque chose qui, au fond, s'est fait à partir des années 90, notamment dans cette espèce au fond, d'un certain rassemblement, je dirais, des esprits autour du fait que la violation des droits humains est aussi une menace contre la paix et la sécurité internationale. Mais au moment de la création de la MINURSO, je ne suis pas sûr qu'on était déjà à ce point dans ce type de réflexion. Alors, ceci explique peut-être cela, mais je ne me suis pas dans les petits papiers des Nations Unies, malheureusement, j'aimerais bien l'être. Enfin, voilà, sachant que nous avons aujourd'hui notre gouvernement qui est aux Nations Unies, on pourrait peut-être faire son siège. C'est notre mission à nous autres Belges de veiller à ce que le gouvernement soit peut-être un peu plus proactif aux Nations Unies, que ce soit d'ailleurs pas seulement pour le Sahara occidental, mais il y a bien d'autres dossiers pour lesquels il devrait se montrer davantage proactif. Hein. Donc je pense, alors c'est un tout autre domaine, mais enfin, je trouve que c'est quand même très intéressant. C'était notamment cette fameuse proposition franco-mexicaine, je crois, qui a été mise sur le tapis il y a 1 an ou 2, et qui consisterait à supprimer le droit de veto pour toutes les questions relatives au respect des droits humains les plus fondamentaux et au respect du DIH, du droit international humanitaire. Alors c'est peut-être quelque chose pour lequel d'ailleurs la Belgique s'était engagée. Hein, il y a eu des grandes déclarations qui ont été faites au moment où la Belgique est entrée au Conseil de sécurité. Je serais curieux de voir ce que nos représentants de la mission permanente belge aux Nations Unies ont fait à ce sujet. Micro. Merci Eric. Eric, j'aurais voulu aussi te poser une question supplémentaire. Tu as été appelé par les organisations, notamment le comité d'appui au peuple sahraoui, à partir au Maroc au moment où on assistait au jugement qui était prononcé à l'encontre des Sahraouis qui avaient protesté contre l'occupation marocaine en se réunissant au sein d'un camp à l'extérieur d'El Ayoun, camp qui a été complètement détruit par les Marocains, brûlé, etc. Et les responsables, entre guillemets, ont été tous arrêtés et ont été traînés en justice et condamnés à de lourdes peines. Est-ce que tu peux en dire un mot? Non, parce que je n'ai pas suivi cela
de près. Tout ce que je peux dire, c'est qu'évidemment, il y a là une violation flagrante, en quelque sorte, du respect des droits humains, bien sûr, puisque ces gens ont simplement exprimé leur liberté d'expression. Ils n'ont pas pu le faire. Et là, on voit de nouveau à quel point, finalement, le Maroc n'est pas un État de droit. Pour rappel, tu le sais bien, Pierre, que j'avais été expulsé manu militari du Maroc parce que, justement, je faisais partie d'une petite délégation qui consistait à vérifier dans quelle mesure les procès qui avaient lieu contre ces personnes respectaient les règles les plus fondamentales d'équité et de justice. Et alors, ce qui est très amusant, si j'ose dire, en ce qui nous concerne, en tout cas, ce n'était pas fort à conséquence, mais c'est que nous avons été éjectés, nous avons été expulsés parce que nous étions considérés comme des troubles faits, comme portant atteinte à l'ordre public. C'est un aveu merveilleux de la part du Maroc, considérant que le fait de vouloir être observateur d'un procès serait une atteinte à l'ordre public. C'est une manière pour le Maroc de dire et de reconnaître publiquement qu'au Maroc, ce n'est pas un État de droit. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut considérer les choses. Je sais que je fais de l'humour et que ce n'est pas drôle du tout pour les malheureux manifestants qui ont été très sévèrement condamnés et dans des conditions très douteuses parce qu'apparemment les preuves qui ont été rassemblées contre leur action sont des preuves qui, semble-t-il, d'après les avocats de ces manifestants, étaient fabriquées de toutes pièces. Mais voilà dans quelle situation nous sommes pour l'instant. Oui, merci Eric. C'est important de dire qu'aujourd'hui, tout à l'heure, Jimmy parlait de l'isolement des populations. En effet, tu as témoigné de cette expulsion, mais il y a beaucoup d'observateurs des droits humains qui sont expulsés et je voudrais demander à Gianfranco justement s'il peut aborder un petit peu ce thème-là aussi. Oui, peut-être même avant de répondre à cette question, je voudrais apporter quelques éléments par rapport à la question de la MINURSO. Tout d'abord que c'est la seule mission des Nations Unies dont le mandat fondamental est l'application d'un droit fondamental de l'homme et des peuples, le droit à l'autodétermination. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Ça c'est le premier point. Deuxième point, par rapport à la question de monitoring, l'observation des violations de droits de l'homme, bon, il faut relever qu'actuellement, il y a environ un tiers des missions des Nations Unies qui n'ont pas ce volet d'observation des violations des droits de l'homme. Que ce soit des missions qui ont été créées sous le chapitre 6, règlement pacifique des différends, ou chapitre 7 de la charte, utilisation de la force. Donc, la MINURSO étant une des missions créées sous le chapitre 6, cela implique qu'en principe, toutes les parties aux différends doivent donner leur accord pour tout ce qui a trait à la mission des Nations Unies. Et parmi celles qui n'ont pas de volet des droits de l'homme, il y en a qui ont été créées sous le chapitre 7. C'est pour dire. Maintenant, à propos de cette question, bien sûr, avec le groupe de Genève, on appuie cette revendication, mais en étant conscient, de par l'expérience au sein de d'autres missions des Nations Unies dans d'autres pays en conflit, que le fait d'avoir des observateurs, et parfois il n'y en a qu'un seul au fait qui doit couvrir tout un pays en guerre, mais même s'ils sont plusieurs, le rapport qu'ils rendent périodique passe d'abord par par le chef de la mission, qui évalue le contenu, qui le transmet à New York, qui passe donc par différents bureaux au sein du secrétariat. Et pour finir, on trouve peut-être quelque chose dans le rapport du secrétaire général.
Et à la lumière de ces expériences, avec le groupe de Genève, nous, on pousse plutôt pour la création d'un poste de rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme dans le territoire occupé du Sahara occidental. Pourquoi? Simplement parce que le rapporteur spécial, une fois qu'il est en place, il est indépendant. Il rédige son rapport, il le dépose devant le Conseil des droits de l'homme, il le présente et il n'y a personne qui va lui couper une phrase. Voilà, ça c'est par rapport à la question de la MINURSO et à l'observation des violations des droits de l'homme. Maintenant, la question des observateurs indépendants, qu'ils soient juristes, parlementaires, journalistes, professeurs universitaires, effectivement, depuis 2015, depuis 5-6 ans environ, on constate un blocage complet de la part des autorités marocaines d'occupation au Sahara occidental. Et même la mission du bureau du haut-commissaire des droits de l'homme, qui a été envoyée en 2015, avec l'accord des autorités marocaines, était censée renouveler ses visites tous les 6 mois. À la lumière du rapport qui a été rendu, et ça vaut la peine de rappeler que les membres de cette mission ont pu assister effectivement aussi à l'agression des défenseurs des droits de l'homme, comme Jimmy, lors de leur visite à El Ayoun, à tel point qu'il y a eu même des dégâts matériels sur les véhicules des Nations Unies. Eh bien, à la lumière de cette expérience, depuis, les autorités marocaines refusent, pour des motifs divers, l'autorisation au bureau du Haut-Commissariat de visiter à nouveau le territoire. D'où aussi la reprise de cette contribution volontaire de la part du Royaume du Maroc d'1 million de dollars par an au bureau du Haut-Commissariat des droits de l'homme. Micro, Pierre. Oh, Pierre, voilà. micro. J'ai mis mon micro, merci. D'abord, pour te dire merci. Gianfranco, c'était et me tourner vers Jimmy El Galia et lui demander à elle aussi, lui dire, en fait, vous avez une difficulté à pouvoir passer par au-delà de la Méditerranée et arriver à ce que en Europe et ailleurs, d'ailleurs dans les autres pays du monde, on puisse entendre la voix sahraoui. Et alors que vous faites un travail exceptionnel de défense, vous prenez des risques énormes et on sait le prix qui a été payé par le peuple sahraoui. On a découvert des fosses communes et il y a eu des enquêtes qui ont été menées avec des experts spécialisés en la matière, notamment envoyés par l'Espagne. Et puis là aussi, un peu comme l'a dit Gianfranco, soudain, interdiction aux experts d'encore poursuivre leurs enquêtes et de découvrir les autres fosses communes où ont disparu des centaines de Sahraouis à l'époque de la guerre. Et donc, je voulais demander à Jimmy, c'est justement comment est-ce qu'eux-mêmes pensent que nous pouvons être le plus efficaces dans le reporting de ce qui est en train de se passer et de faire en sorte que les défenseurs des droits de l'homme chez nous, nous savons qu'ils sont actifs aussi bien au sein d'Amnesty International que du Human Rights Watch, mais aussi au sein des ONG de coopération, et on est ici au CNCD quand même. Comment est-ce que nous pouvons être le plus efficaces selon vous? Merci une autre fois. Je crois que le sujet des fosses communes, ça demande un grand travail parce que le Maroc ne veut pas que par expérience scientifique soit démontré comme un pays qui commet des crimes contre l'humanité. Parce que après l'exhumation de la fosse commune de Fadrat el-Gouéa,
c'est vrai que le Maroc est considéré, d'après ses témoins, d'après ses exhumations et tous ceux qui ont trouvé les chercheurs à l'intérieur de ces fosses, ça montre effectivement que le Maroc a commis des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, parce que à propos de cette fosse commune, dans le rapport du Conseil consultatif de droits de l'homme de décembre 2010, le Maroc a cité le nom de 4 disparus sahraouis et qui a prétendu qu'ils étaient arrêtés à côté de Smara et transportés à la caserne de la gendarmerie à Smara, où ils ont trouvé leur fin à cause des mauvaises conditions de malnutrition, etc. Mais la vraie réalité surprenante, c'est qu'après l'exhumation de la fosse de Fadrat el-Gouéa, ils ont trouvé ces 4 personnes citées dans ce rapport qui était le fruit de travail de la fameuse, entre guillemets, de l'IER. Ce travail a démontré comment cette instance n'a pas de crédibilité, ses renseignements, ses prétendants investigations étaient tellement fausses et sont venus pour taper la réalité, pour cacher le vrai visage de criminalité que le Maroc a commis. Et ce travail de ces experts ont démontré bien que ces 4 personnes étaient exécutées par balle sur la crâne de chacun d'eux et qui portent encore leur documentation espagnole. Ils n'avaient rien à voir avec le Maroc. Il y a toutes les épreuves étaient tous avec eux dans cette fosse commune. Donc, nous, comme défenseurs des droits de l'homme et familles des disparus, parce que moi, je compte parmi les familles des disparus, puisque ma mère, ma grand-mère qui m'a adoptée, que je la considère comme ma mère propre, est disparue depuis 1984. Et jusqu'à l'instant, son sort est inconnu, malgré que dans ce fameux rapport de 2010, il cite qu'elle a trouvé elle aussi sa fin dans le bain secret de la caserne de la campagne d'intervention mobile à Lyon, là où j'étais moi aussi disparu. Et en 2009, le Conseil consultatif nous a donné une sentence arbitrale dont ils ont déclaré que cette instance a fait une résolution, une recommandation plutôt, au Premier ministère et au ministère de l'Intérieur qui n'auront le plus vite possible les renseignements ou bien la localité d'où se trouve la tombe de ma mère. Mais depuis cette année 2009 jusqu'à l'instant, on est à l'attente. Ça fait 11 années et ça nous touche minute par minute parce que ce sont nos sentiments, ce sont nos espoirs, ce sont nos attentes qui nous donnent que le Maroc comme régime n'a donné aucune importance à cette souffrance quotidienne. Par contre, nos chers compatriotes au campement, après la découverte de cette fosse commune, ils ont finalement enterré leurs chers bien-aimés de leur façon, selon la religion, et ça a soulagé un peu leur souffrance. Par contre, nous, on attend encore. Aussi les cimetières que le Maroc a reconnus, par exemple à Qal'at Megouna et à Agdez, où nous avons laissé derrière nous 42 martyrs dans les deux cimetières. Nous, on ne croit pas que ce sont vraiment les tombes de nos camarades qui sont là-bas.
Et comme famille, nous avons demandé à l'UER en personne, en 2005, la récupération, nos droits à la récupération des dépouilles de nos familles qui se trouvent à Agdez et à Megouna. Mais ils ont refusé et le Maroc refuse jusqu'à l'instant. Et ça nous exprime forcément que c'était des déclarations fausses. Si c'était vrai qu'ils se trouvent dans les mêmes tombes qu'ils disaient, il n'y a rien qui leur empêche de faire l'exhumation et de transporter les cadavres jusqu'à l'Ayoun, Smara, Dakhla, où se trouvent les familles de ces Sahraouis, et de ne les laisser pas à Qal'at Megouna et à Agdez à l'est, au sud-est du Maroc. Donc, tout le travail que le Maroc a fait à propos de la vérité, de la disparition forcée au Sahara occidental, était faux, n'avait aucune crédibilité et aucune objectivité. C'était fait pour la propagande et la découverte de la force de Fadrat el-Gouéa le démontre clairement et sans aucune hésitation. Merci beaucoup, Jimmy. Je voudrais, si vous le permettez maintenant, il y a une question qui est intéressante. Dans la situation actuelle, le président Trump a encore fait un mauvais coup. Il est en train d'être qualifié du président qui aura le plus accepté ou en tout cas, il n'a rien empêché en matière de condamnation à mort aux États-Unis même. Il aura le plus haut taux de mise à mort durant sa présidence. Et voilà qu'il a pris le risque, il a pris un risque très grave, c'est vraiment un coup de couteau dans ce qu'est le système de sécurité et de coopération internationale, en reconnaissant aux Marocains un droit sur le Sahara. Il vend le Sahara aux Marocains pour obtenir du roi du Maroc qu'il reconnaisse qu'il établisse une normalisation de ses rapports avec Israël. Et c'est vraiment quelque chose de profondément choquant. Et je crois que l'ami qui a posé la question parmi ceux qui participent à cette vidéoconférence, eh bien, il a raison. Il faut espérer qu'au sein du peuple marocain, il y ait la même capacité de contestation de cette proposition états-unienne et d'espérer que le président suivant, Biden, revienne sur cette espèce de déclaration dont on ne sait pas quelle est la véritable consistance d'ailleurs, mais revienne sur cette décision pour permettre que justement la force et que les peuples sahraouis et les peuples marocains, qui sont des peuples frères, qui sont des peuples certainement, le Maghreb arabe doit rester un objectif pour tous les gens de cette région. Et pour l'Europe, c'est extrêmement important aussi. Alors, ce type de déclaration qui permet directement à M. Netanyahou de faire les gorges chaudes, on l'a entendu dans toutes ces déclarations, le gouvernement israélien est enchanté de savoir que tout d'un coup, le Maroc rentre dans des relations normales et en plus, simplement officialise des relations qui existaient déjà et qui étaient aussi fondées sur les armes et le contrôle qui sert pour le contrôle contre la population sahraoui. Et je crois que c'est extrêmement dangereux parce que la présence d'experts israéliens qui a été déjà reconnue au Maroc et qui sert pour le contrôle des populations sahraouis, sert aussi pour le contrôle des populations marocaines qui aujourd'hui, dans une grande partie du Maroc, expriment leur mécontentement à l'égard d'un pays où on dépense beaucoup d'argent pour faire le contrôle sur un territoire qui ne leur appartient pas, pour déployer une armée de plus de 80 000 hommes le long d'un mur qui est le plus long mur qui existe dans le monde, 2700 km, et que cet argent-là devrait pouvoir servir au développement et au bien-être de la population marocaine elle-même. Elle en est privée et les indicateurs sont très mauvais au Maroc en termes justement d'augmentation de la pauvreté des populations.
Donc, je pense que tout démocrate aujourd'hui doit être extrêmement soucieux, effectivement, d'apporter cette solidarité au droit d'un peuple à disposer de lui-même et à pouvoir exprimer son droit à l'autodétermination, et dans le même temps d'être à côté des forces progressistes marocaines qui aujourd'hui tentent d'exiger un changement radical dans la gestion du pays, parce que, eh bien, aujourd'hui, dans ce pays, certains sont là beaucoup plus pour mettre de l'argent dans leur poche, y compris sur le dos des Sahraouis. Il y a un pillage systématique des ressources sahraouis, non seulement des ressources halieutiques, c'est-à-dire des poissons, mais des ressources agricoles également. Tout le monde sait que le roi a des fermes qu'il a installées dans le Sahara occidental, et puis après ça, il se plaint que ces camions avec ces tomates ne peuvent pas atteindre la Mauritanie. Et donc, c'est là qu'il y a vraiment quelque chose qui doit nous choquer et sur lequel nous devons aussi exercer des protestations. Je crois que nous approchons, et je ne vais pas clôturer trop vite cette rencontre, mais je voudrais dire, nous devons essayer de savoir un petit peu, voilà, nous existons, moi qui vous parle, qui est présidé, le CNCD d'ailleurs, je suis encore président du comité d'appui au peuple sahraoui. J'ai été membre, et je le dis pour cet ami marocain, j'ai été membre, et je regrette qu'il ait arrêté ses travaux à un moment donné, mais j'ai été membre du comité contre la répression du peuple marocain par l'autorité marocaine et par le roi Hassan II à l'époque. On a mené des combats énormes pour obtenir la libération des prisonniers marocains dans les geôles marocaines. Aujourd'hui, nous menons le même combat et nous devons le faire ensemble pour qu'on libère les gens qui sont dans ces prisons au Maroc, alors que c'est contraire, et Gianfranco pourra vous le dire, c'est contraire au principe même qu'un prisonnier politique doit être, s'il est emprisonné par l'autorité ou ceux qui exercent cette autorité, ils doivent l'être dans leur propre pays. Ils ne peuvent pas être extradés vers le pays occupant. Or, c'est le cas des prisonniers sahraouis aujourd'hui. Donc, nous devons nous plaindre et nous devons supporter l'action que Gianfranco mène à Genève, et nous devons obtenir effectivement qu'il y ait ce rapporteur spécial des Nations Unies pour le Sahara occidental, parce que ce sera la seule façon d'obtenir un progrès sur les questions des droits humains dans les territoires et le respect du droit humanitaire. Nous devons obtenir que M. Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, malgré l'opposition du Maroc, nomme un envoyé spécial, son représentant. Il y en a toujours eu depuis l'accord signé en 1991 pour Jimmy. Il y a toujours eu un envoyé spécial. Certains ont démissionné en disant, je me rappelle du représentant, du délégué hollandais qui est parti un jour en disant, écoutez, les Sahraouis ont le droit pour eux et les Marocains ont la force pour eux, je ne sais rien y faire, je m'en vais. D'autres rapporteurs ont tenté vraiment de faire un travail sérieux pour aboutir, et notamment un rapporteur important, c'était l'envoyé spécial américain qui a tenté, lui, des négociations. Il a mis les gens autour de la table et un jour, il a dit « je me retire » parce que du côté marocain, il n'y a aucune volonté de faire progresser le dossier. Et donc, il y a eu une ouverture de la part du peuple sahraoui et de son représentant, le Front Polisario. Il y a eu beaucoup d'offres. Et du côté marocain, il y a simplement une obsession, c'est dire le Maroc dit c'est notre territoire, c'est une province. Mais on a entendu ce discours, nous qui étions des anticoloniaux à l'époque, et nous sommes battus pour faire entendre la voix de Lumumba en Belgique. Eh bien, c'est exactement le même discours, c'est le discours du colonisateur. Aujourd'hui, le Maroc est un colonisateur, exactement comme Israël est colonisateur en Palestine. Et le peuple palestinien ne trouvera sa liberté qu'à partir du moment où on reconnaîtra l'ensemble de ses droits et qu'on reconnaîtra qu'il existe un pays, c'est la Palestine. Eh bien, il en est de même pour avancer dans la bonne entente entre les peuples du Maghreb. Il est important qu'il y ait la reconnaissance du peuple sahraoui et de son droit à l'exercer dans son propre pays aussi. Et c'est l'étape indispensable pour permettre justement que cette réelle capacité de fraternité entre les peuples de l'Afrique du Nord, les peuples arabes, qu'elle puisse s'exprimer, qu'elle puisse exister. Or, aujourd'hui, M. Trump a fait ce geste qui est un geste de déstabilisation politique grave qui peut entraîner un conflit régional. C'est dangereux,
c'est dangereux pour la région. Alors espérons que M. Biden revienne en arrière, appelons-le à revenir en arrière. N'hésitons pas à envoyer des messages vers l'administration américaine pour demander à M. Biden de faire ce pas en arrière pour permettre aux Nations Unies de reprendre son rôle à part entière. C'est tout le travail que nous devons faire avec les comités. Et je voudrais dire à ceux qui nous entendent que, vous savez, des comités, il y en a dans toute l'Europe. Des intergroupes parlementaires qui essayent de défendre, de connaître cette situation et de défendre le peuple sahraoui, il y en a à travers toute l'Europe. Et que nous faisons tout ce travail et que ceux qui nous entendent et qui souhaitent nous rejoindre, eh bien, dans les gens qui apparaissent sur cette page, je ne sais pas comment on l'appelle, eh bien, il y a Fabio qui est là-haut, il y a Fabio qui est le permanent du comité qui travaille avec moi sur la question sahraoui et avec lequel vous pouvez entrer en contact si vous souhaitez nous accompagner de ce combat pour une juste cause, mais qui est une cause de volonté de paix, d'une volonté de développement pour les peuples de cette région, d'entraide entre les deux rives de la Méditerranée, parce que nous savons que, vous savez, la bonne coexistence passera par la solution du conflit au Sahara occidental et du conflit en Palestine. Ce sont les deux règles pour aboutir à une coexistence pacifique entre les peuples tant du nord de la Méditerranée que du sud de la Méditerranée. Et que c'est cette entente qui est essentielle, pas seulement pour la paix de la Méditerranée, mais elle est essentielle pour ce qui peut être le meilleur pont entre l'Europe et l'Afrique. C'est essentiel et ce n'est pas étonnant que l'Union africaine a reconnu la République arabe sahraoui démocratique. C'est la voie vers la paix, c'est la voie vers la coexistence, c'est la voie pour permettre entre les peuples de se connaître et de travailler ensemble au bien-être de l'ensemble de ces populations. Et je pense qu'à partir de là, on pourrait recréer un espace euro-méditerranéen, euro-africain, qui soit lui-même porteur des valeurs de démocratie et des valeurs de justice et des valeurs de développement que nous partageons tous, en tout cas, ici ce soir. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Et je voulais, en terminant en tout cas, remercier Jimmy et lui demander de notre part à tous ceux qui sont à l'initiative ce soir, de transmettre à tes collègues de l'association, à tous ceux qui aujourd'hui se trouvent confrontés à cette répression permanente du Maroc dans les territoires, pour le contrôler, pour exploiter ses ressources et faire ce que font les Israéliens. Ils amènent des colons, tout le temps, ils amènent des nouveaux colons. Eh bien, il faut que ça cesse pour que demain, si vous êtes un grand territoire, vous êtes un peuple courageux et vous avez certainement l'envie d'avoir de bons rapports avec le Maroc. C'est ce qu'il faut toujours dire. C'est aussi notre ambition, c'est aussi notre espoir dans le travail de solidarité que nous développons. Alors voilà, nous en sommes à la fin. Je vais remercier non seulement Jimmy, mais remercier aussi Gianfranco. Gianfranco poursuit ton travail, il est tellement important et nous sommes très, très fiers de pouvoir signer les pétitions que tu essayes de faire circuler, les réunions que tu provoques au sein même du Conseil des droits de l'homme à Genève, qui sont tellement importantes et qui doivent se poursuivre. Alors, c'est un travail énorme que tu fais là, et il faut aussi savoir que tous ces gens-là le font à titre bénévole, à titre d'engagement volontaire. Et professeur Eric David, à vous aussi, à toi aussi, Eric, mon cher ami, un grand merci, parce que tu es toujours présent pour faire en sorte, non seulement de témoigner en tant que juriste expert de ce qui est le droit, de ce qui est ce fondement qui permet au peuple de coexister, mais en même temps, votre centre et le Centre de droit international de l'ULB est à l'avant-garde d'une conception de l'application du droit qui est tout à fait remarquable. Et je ne terminerai pas sans dire à Nathalie combien je la remercie d'avoir accepté de parler du Sahara occidental, parce qu'on sait très bien que dans notre pays, quand on ose parler du Sahara occidental, on n'est pas nécessairement bien vu.
et qu'on n'est pas nécessairement considérés comme des amis de la politique telle que nous la menons, parce que vu qu'il y a chez nous une très très importante communauté marocaine, et je respecte cette communauté, et j'ai d'excellents rapports avec elle, mais je dirais souvent, je suis parfois un peu blessé de voir que chaque fois que je parle de la Palestine, mes amis marocains sont autour de moi, enthousiastes et m'accompagnent, et que chaque fois que je parle du Sahara occidental, c'est pour essayer de m'empêcher d'en parler. Alors voilà, j'espère qu'un jour nous pourrons en parler tous ensemble et faire en sorte que le peuple sahraoui soit reconnu dans la plénitude de ses droits et que nous puissions ensemble, avec les Marocains, avec les Algériens, les Tunisiens, eh bien, nous puissions travailler à la construction de ce beau projet qu'est le Maghreb arabe. Voilà. Merci à vous. Merci Nathalie. Pierre, Merci Fabio et à bientôt. Pierre, merci à vous Pierre. Merci à tout le monde, à toutes. Voilà. Merci Pierre. Fabio. Merci Pierre, Oui. Nathalie. Merci à vous. Au revoir. Ok, Gianfranco qui voulait dire encore un mot. Tu veux dire un mot? Oui, juste, si possible, c'est vraiment encore le temps. Non, juste pour compléter et pour dire que je partage totalement l'analyse et la conclusion que tu as faite. Uniquement, tu te posais la question sur la valeur de la déclaration de Trump. D'après mes informations, il a carrément signé un décret présidentiel. Maintenant, effectivement, nous, en tant qu'association américaine des juristes, nous avons déjà fait une démarche auprès du président élu, tout en sachant quelles sont les relations du roi du Maroc avec les présidents démocrates précédents, que ce soit Clinton, que ce soit Obama, et sachant aussi que les États-Unis ont appuyé l'invasion et l'occupation du Sahara occidental de la part des forces marocaines, et qu'encore aujourd'hui, les États-Unis fournissent le 90%, 90%, comme on dit en Suisse et en Belgique, 90% de l'armement marocain. Mais ceci pour dire simplement qu'il faudrait chacun, selon ses relations avec la société civile américaine, développer aussi le lobbying auprès des autorités américaines, que ce soit au Sénat, à la Chambre des représentants et au gouvernement lui-même. C'était juste pour ajouter ça. Et en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation à participer à cette conférence. Merci à vous tous. Et moi aussi, j'unis ma voix à la conclusion qu'a fait Pierre Gallon. Parfait. Merci à tous. Ah, Pierre, tu parles sans... C'est vrai, je parle sans micro. Je dis, je ne vais pas laisser le dernier mot à Gianfranco parce que je vais vous dire, moi je suis admiratif de voir aujourd'hui sur les campus américains. Sur les campus américains, c'est là que se fait aujourd'hui la plus grande contestation sur les questions de dire qu'il faut pouvoir boycotter Israël aussi longtemps qu'Israël ne respecte pas les droits des Palestiniens. C'est sur les campus américains aujourd'hui que s'exprime la plus forte protestation à cet égard-là. C'est le meilleur soutien pour la campagne BDS qui a été lancée par les associations palestiniennes. Eh bien, j'espère qu'un jour, les campus américains feront la même chose pour nos amis sahraouis. Voilà, bonne soirée, bon week-end et à bientôt.